À 6 heures du matin du 23 mars 1943, le major-général Terry de la Mesa Allen se tenait dans un poste de commandement avancé à 5 km à l'ouest d'El Guettar, en Tunisie, observant 50 chars allemands émerger d'un col de montagne à travers ses jumelles. L'air matinal était frais, le ciel dégagé, la visibilité parfaite. Allen pouvait voir chaque détail de la colonne allemande alors qu'elle descendait des collines vers la vallée en contrebas. Des panzers en formation, avançant avec la confiance de vétérans qui avaient écrasé des ennemis sur 3 continents. 27 jours plus tôt, les forces américaines avaient été mises en déroute à la passe de Kasserine, perdant 6500 hommes et reculant de 80 km en 5 jours. La défaite avait été totale, humiliante et très publique. Les Allemands traitaient les soldats américains de lâches. Les Britanniques se demandaient si les Américains pouvaient combattre tout court. Les journaux américains au pays rapportaient le désastre en termes crus. La crédibilité de tout l'effort de guerre américain était en jeu. Maintenant, ces mêmes Américains étaient retranchés à travers la vallée d'El Guettar, avec l'ordre d'arrêter la 10e division Panzer allemande. Allen commandait la 1re division d'infanterie, la Big Red One, depuis 9 mois. Il avait entraîné ses hommes dans des camps à travers les États-Unis, sur des navires de transport traversant l'Atlantique, dans des zones de rassemblement en Grande-Bretagne et en Afrique du Nord. Il connaissait leurs forces et leurs faiblesses. Il savait qu'ils étaient novices, non testés, non éprouvés. Mais il savait aussi qu'ils étaient Américains, et les Américains n'abandonnaient pas. La question était de savoir si quelqu'un d'autre découvrirait jamais ce que sa division pouvait accomplir avec un commandement approprié, une doctrine appropriée et une chance équitable de combattre. L'attaque allemande vint exactement comme le renseignement l'avait prédit. Des chars Panzer Kampfwagen Mark IV, des chasseurs de chars Marder, des semi-chenilles et blindés transportant de l'infanterie. Le genre d'assaut mécanisé coordonné qui avait écrasé la Pologne en 3 semaines et la France en 6 semaines. Le genre d'assaut qui avait repoussé les forces américaines de 80 km à la passe de Kasserine il y a tout juste un mois. Les Allemands étaient confiants. Ils avaient battu les Américains auparavant. Ils s'attendaient à les battre à nouveau. Ce que les Allemands ne savaient pas, c'est que l'armée américaine qu'ils affrontaient à El Guettar n'était pas la même armée qu'ils avaient vaincue à la passe de Kasserine. En 27 jours, l'armée des États-Unis s'était transformée plus complètement qu'aucune force alliée n'avait réussi à le faire en 3 ans de guerre. L'histoire de comment cela s'est produit commence dans les montagnes de l'Atlas en Tunisie, le 19 février 1943. Ce matin-là, le maréchal Erwin Rommel lança une offensive contre les positions américaines à la passe de Kasserine, une brèche de 3 km de large dans la chaîne de montagnes du Grand Dorsal. La passe était stratégiquement critique. Le contrôle de Kasserine signifiait le contrôle des routes à travers les montagnes. Les Américains défendant la passe étaient inexpérimentés. La plupart n'avaient jamais tiré un coup de feu au combat. Ils étaient arrivés en Afrique du Nord quelques semaines plus tôt dans le cadre de l'opération Torche, l'invasion alliée de l'Afrique du Nord française. Leur commandant, le major-général Lloyd Fredendall, avait mal positionné ses forces, divisant les unités en petits groupes isolés sans soutien mutuel. Le terme militaire pour cela était « penny packets », de petits détachements assignés à des tâches individuelles sans coordination. Les chars américains, les M3 Lee et M3 Grant, avaient des silhouettes hautes qui en faisaient des cibles faciles. Ces chars moyens montaient à la fois un canon de 75 mm dans un sponson latéral et un canon de 37 mm dans une tourelle. La conception était un compromis né de l'urgence, pas d'une ingénierie optimale. Les commandants de chars n'avaient aucune expérience du combat contre les blindés allemands. Ils s'étaient entraînés contre d'autres chars américains en Louisiane et dans le désert de Mojave. Les chars allemands étaient plus rapides, mieux blindés et équipés de vétérans qui avaient combattu à travers la Pologne, la France et la Russie. L'infanterie avait creusé des abris peu profonds au lieu de véritables trous de combat. Ils ne comprenaient pas que les chars allemands rouleraient délibérément sur les positions peu profondes et feraient pivoter leurs chenilles pour écraser quiconque s'y cachait. C'étaient des leçons qui seraient apprises dans le sang. Quand Rommel attaqua, les lignes américaines s'effondrèrent en quelques heures. Les panzers allemands percèrent la passe. Les forces italiennes soutenant l'attaque submergèrent les positions d'artillerie américaines. Les unités dispersées de Fredendall ne purent coordonner une défense. Ils ne purent appeler de soutien d'artillerie parce que les batteries ne répondaient qu'à leurs observateurs dédiés et ces observateurs étaient répartis sur différentes fréquences. Le soutien aérien était inexistant. Les différentes unités américaines ne savaient pas où les autres étaient positionnés. Certaines unités se replièrent sur des positions déjà occupées par les Allemands. Dans la nuit du 16 février 1943,
le deuxième corps avait perdu 1600 hommes, près de 100 chars, 57 semi-chenillés et 29 pièces d'artillerie. La retraite continua pendant 5 jours de plus. Rommel repoussa les forces américaines de 80 km. Il captura les villes de Sidi Bouzid, Sbeitla et Feriana. Les soldats américains abandonnèrent équipements, approvisionnements et positions. Les forces britanniques, combattant aux côtés des Américains, se replièrent également, perdant leurs 11 chars. Le 22 février, quand l'avance allemande s'arrêta finalement, les pertes américaines totalisaient 6500 hommes, 300 tués, 3000 blessés, 3000 disparus. Les Américains avaient perdu 183 chars, plus de 500 camions et véhicules à moteur, 104 semi-chenillés et 208 pièces d'artillerie. Les pertes allemandes étaient de 989 victimes et 34 chars. L'armée des États-Unis avait subi sa pire défaite de la Seconde Guerre mondiale. Les Britanniques remettaient en question la compétence américaine. Les officiers allemands se moquaient ouvertement de la capacité de combat américaine. Le maréchal Albert Kesselring, le commandant allemand en Méditerranée, dit à Hitler que les soldats américains étaient mal entraînés et mal commandés. La défaite à la passe de Kasserine créa une crise pour l'effort de guerre américain. Le général Dwight Eisenhower, le commandant suprême allié en Afrique du Nord, faisait face à une question fondamentale. Les forces américaines pouvaient-elles combattre les Allemands à armes égales, ou les États-Unis devraient-ils compter sur les forces britanniques pour mener la guerre terrestre en Europe? La réponse à cette question déterminerait la stratégie alliée pour toute la guerre si les Américains ne pouvaient pas vaincre les forces allemandes en Afrique du Nord. Comment pouvait-on leur faire confiance pour mener l'invasion de la France? Winston Churchill était déjà sceptique quant à la capacité militaire américaine. Après la passe de Kasserine, ses doutes semblaient justifiés. Les commandants britanniques Montgomery et Alexander conclurent que les Américains étaient désespérément mal entraînés, mal commandés, faisaient de piètres soldats et étaient peu susceptibles de s'améliorer rapidement. Mais Eisenhower vit quelque chose dans la défaite de Kasserine que d'autres avaient manqué. Les unités américaines avaient mal combattu, mais elles ne s'étaient pas complètement effondrées. Certaines unités avaient tenu leur position contre des chances impossibles. L'artillerie américaine, quand elle fut finalement organisée, avait stoppé les avances allemandes avec une puissance de feu dévastatrice. Le problème n'était pas les soldats américains. Le problème était le commandement américain, la doctrine américaine et la coordination américaine. C'étaient des problèmes qui pouvaient être résolus. Le 26 février 1943, juste 2 jours après que Rommel se fut retiré de la passe de Kasserine, Eisenhower commença la transformation militaire la plus rapide de la guerre moderne. Si vous voulez voir comment les forces américaines sont passées d'une défaite humiliante à une victoire décisive en seulement 27 jours, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime. Cela nous aide à partager plus d'histoires oubliées comme celle-ci. Et veuillez vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Revenons à la transformation. Le premier geste d'Eisenhower fut brutal. Il releva le major-général Lloyd Fredendall de son commandement le 6 mars 1943. Fredendall avait positionné son quartier général à 110 km derrière les lignes de front, creusé dans un canyon où il se sentait à l'abri des attaques aériennes. Les ingénieurs avaient creusé des tunnels dans la roche pour des bunkers souterrains. Eisenhower dit plus tard que c'était la seule fois pendant la guerre qu'il avait vu un quartier général supérieur si préoccupé par sa propre sécurité. Omar Bradley le qualifia d'embarras pour chaque soldat américain. Fredendall n'avait jamais personnellement reconnu le champ de bataille. Il ne connaissait pas le terrain. Il avait divisé ses divisions en petits commandements de combat dispersés sur 80 km de désert. Quand les Allemands attaquèrent, Fredendall ne put coordonner une réponse parce que ses unités étaient trop dispersées. Eisenhower remplaça Fredendall par le major-général George Patton, un officier de cavalerie de 57 ans qui avait passé toute sa carrière à se préparer à la guerre mécanisée. Patton prit le commandement à 10 h le 6 mars 1943. Il avait 17 jours pour transformer le deuxième corps avant qu'Eisenhower ne leur ordonne de retourner au combat. Patton comprenait quelque chose de fondamental sur les organisations militaires, qu'elles mourront pour un commandant qu'elles craignent et respectent. Patton avait besoin des deux. Il commença par la discipline. Chaque soldat du deuxième corps reçut l'ordre de porter un uniforme complet, propre et repassé en tout temps. Les soldats qui ne portaient pas de guêtre, de casque ou d'insigne approprié risquaient la cour martiale. Les officiers qui permettaient à leurs hommes d'avoir une apparence négligée étaient relevés de leur commandement. Patton conduisait personnellement à travers les positions américaines à la recherche de violations. Il arrêtait des jeeps, inspectait les uniformes, interrogeait les soldats sur leurs armes et leur équipement.
Il infligeait des amendes de 50 $ aux officiers qui ne portaient pas de cravate. Il faisait creuser de nouveaux trous de combat aux soldats parce que les anciens étaient trop peu profonds. Il était partout, tout le temps, exigeant la perfection. Le deuxième corps le détestait. Les soldats le traitaient de tyran. Les officiers se plaignaient qu'il se souciait plus des apparences que du combat. Certains se demandaient si Patton comprenait qu'il se préparait à la bataille, pas à un défilé. Mais Patton comprenait quelque chose que les soldats ne saisissaient pas encore. Une armée qui avait l'air négligée était une armée qui pensait de manière négligée. Une armée qui tolérait des standards bas en apparence, tolérerait des standards bas au combat. Patton ne se souciait pas des cravates pour elles-mêmes. Il se souciait de construire une culture d'excellence. Et la culture commençait par le visible, le mesurable, l'applicable. Si un soldat ne pouvait pas se donner la peine de porter son uniforme correctement, comment pouvait-on lui faire confiance pour entretenir son fusil correctement ? Si un officier ne pouvait pas faire respecter les standards vestimentaires, comment pouvait-il faire respecter la discipline de tir ? Quelque chose changea pendant ces 17 jours. Les unités qui avaient été dispersées et démoralisées commencèrent à fonctionner comme des équipes cohésives. Les soldats commencèrent à être fiers de leur apparence et de leur équipement. Les formations du matin devinrent précises. Les armes étaient nettoyées et inspectées quotidiennement. Les véhicules étaient entretenus selon des standards élevés. Les opérateurs radio pratiquaient les procédures de communication. Les chefs d'escouade répétaient les tactiques de petites unités. Les chefs de section parcouraient le terrain où ils combattraient, étudiant le terrain et planifiant les positions défensives. L'attitude désinvolte, presque insouciante qui avait caractérisé les forces américaines avant la passe de Kasserine disparut. Les hommes qui avaient reculé en désordre commencèrent à croire qu'ils pouvaient avancer en ordre. Les hommes qui avaient été vaincus commencèrent à croire qu'ils pouvaient gagner. Patton construisait une armée qui avait l'air professionnelle. Plus important encore, il construisait une armée qui croyait qu'elle était professionnelle. La croyance comptait. Une armée qui croit qu'elle va gagner combat différemment d'une armée qui s'attend à perdre. Patton donna au deuxième corps cette croyance par la discipline, par les standards, par sa propre confiance absolue que les soldats américains correctement entraînés et correctement commandés pouvaient battre n'importe quelle armée au monde. Pendant que Patton reconstruisait le moral, Eisenhower reconstruisait la doctrine. Les problèmes à la passe de Kasserine avaient été systémiques. L'artillerie américaine ne pouvait pas concentrer ses feux parce que chaque batterie opérait indépendamment. Les blindés américains combattaient char contre char au lieu de concentrer le feu. Le soutien aérien américain était mal coordonné avec les opérations terrestres. Les commandants américains ne comprenaient pas la guerre interarmes. Ce n'étaient pas des problèmes qui pouvaient être résolus avec de meilleurs soldats. Ils nécessitaient de nouvelles tactiques, de nouvelles procédures et de nouvelles structures de commandement. Eisenhower rassembla son état-major et leur donna un ordre. Tout réparer rapidement. Les réformes de l'artillerie vinrent en premier parce que l'artillerie était l'atout le plus fort de l'Amérique. Les pièces d'artillerie américaines étaient excellentes. Les munitions d'artillerie américaines étaient abondantes. Les artilleurs américains étaient bien entraînés. Le problème était la coordination. Avant la passe de Kasserine, chaque batterie d'artillerie américaine avait ses propres observateurs dédiés sur des fréquences radio séparées. Un observateur avancé avec le 3e bataillon ne pouvait appeler des tirs que des canons du 3e bataillon, même si l'artillerie du 2e bataillon était plus proche de la cible ou avait de meilleures positions de tir. Cela signifiait que l'artillerie américaine ne pouvait jamais atteindre les feux de masse qui rendaient l'artillerie allemande si mortelle. Les observateurs avancés allemands pouvaient appeler des tirs de n'importe quelle batterie à portée, créant des concentrations soudaines et écrasantes de puissance de feu sur des cibles clés. Dans la semaine suivant la passe de Kasserine, l'état-major d'Eisenhower commença à développer un nouveau système de direction des tirs qui permettrait une meilleure coordination des tirs d'artillerie à travers plusieurs batteries. Les défis techniques étaient significatifs. Différentes batteries utilisaient différentes fréquences radio. Les centres de direction des tirs utilisaient différentes procédures. Les officiers d'artillerie avaient été formés à contrôler uniquement leur propre batterie. La solution nécessitait de nouveaux équipements radio, une nouvelle formation et, plus important encore, un nouvel état d'esprit. Les officiers d'artillerie devaient penser à l'artillerie comme un atout au niveau du corps, pas au niveau du bataillon. Début mars, les nouvelles procédures étaient testées lors d'exercices d'entraînement. À la mi-mars, quand le 2e corps retourna au combat, les bataillons d'artillerie pratiquaient des missions de tir coordonné. Le changement améliora fondamentalement l'efficacité de l'artillerie américaine, surtout quand les grandes unités restaient concentrées plutôt que dispersées. L'impact serait dramatique à El Guettar.
Les réformes des blindés étaient plus complexes. La doctrine américaine des chars avant la passe de Kasserine mettait l'accent sur le combat char contre char. Les chars étaient censés combattre d'autres chars. Cette doctrine venait de la tradition de la cavalerie. Les forces blindées américaines avaient évolué à partir de la cavalerie à cheval, et la mentalité de cavalerie mettait l'accent sur l'engagement direct avec la cavalerie ennemie. Les commandants américains envoyaient leurs blindés en avant pour engager les panzers allemands en combat direct. Cela jouait en faveur des forces allemandes. Les commandants de chars allemands avaient 3 ans d'expérience de combat sur plusieurs théâtres. Ils avaient combattu en Pologne en 1939, en France en 1940, en Russie à partir de 1941. Ils savaient comment manœuvrer, comment utiliser le terrain, comment concentrer le feu, comment exploiter les faiblesses. Les commandants de chars américains n'avaient aucune expérience de combat. Ils s'étaient entraînés dans les déserts de Californie et les plaines du Texas contre d'autres chars américains. Ils avançaient en ligne droite, exposaient leurs flancs et combattaient comme des individus au lieu d'unités. À la passe de Kasserine, les chars américains furent détruits au coup par coup parce qu'ils attaquaient sans coordination et sans soutien. L'état-major d'Eisenhower révisa la doctrine blindée américaine basée sur les dures leçons de Kasserine. Les chars n'étaient plus principalement des armes pour combattre d'autres chars, les chars étaient un soutien de feu mobile pour l'infanterie. Les blindés américains avanceraient avec l'infanterie, utiliseraient le terrain pour se couvrir et compteraient sur l'artillerie et les chasseurs de chars pour éliminer les chars allemands. Les chasseurs de chars, pas les chars, combattraient les blindés allemands. C'était un changement fondamental dans la pensée tactique américaine. L'armée des États-Unis avait créé des bataillons de chasseurs de chars spécifiquement pour cette mission, les équipant de canons à haute vélocité montés sur des plateformes mobiles. Mais à la passe de Kasserine, les bataillons de chasseurs de chars avaient été divisés en pelotons et dispersés à travers le champ de bataille. Les pelotons individuels avaient été submergés ou contournés. La nouvelle doctrine appelait les bataillons de chasseurs de chars à combattre comme des bataillons unifiés, concentrant leur puissance de feu au point critique. Cela nécessitait une nouvelle formation, une nouvelle coordination et de nouvelles relations de commandement, mais cela jouait en faveur des forces américaines. Les Américains avaient une excellente artillerie pour supprimer les chars allemands. Ils avaient de bons chasseurs de chars pour détruire les chars allemands. Ils n'avaient pas besoin de battre les Allemands à leur propre jeu. Ils devaient jouer un jeu entièrement différent. Les réformes du soutien aérien prirent plus de temps. Coordonner les avions avec les forces terrestres nécessitait de nouveaux équipements radio, de nouvelles procédures et une nouvelle formation pour les pilotes et les contrôleurs au sol. Cela ne serait pas complètement résolu avant l'opération Overlord en juin 1944. Mais Eisenhower commença le processus en mars 1943. Il créa des officiers de liaison aérienne qui s'intégraient aux unités terrestres. Il établit des procédures pour appeler des frappes aériennes. Il souligna que la supériorité aérienne était un prérequis pour les opérations terrestres. Les forces américaines n'attaqueraient pas sans le contrôle de l'air. Les réformes de la structure de commandement furent les plus dramatiques. Avant la passe de Kasserine, Fredendall avait divisé ses divisions en petits commandements de combat opérant indépendamment. Cela donnait aux forces allemandes l'opportunité de vaincre les unités américaines une par une. La nouvelle doctrine d'Eisenhower mettait l'accent sur la masse des divisions. Les unités américaines combattraient ensemble, pas séparément. Les commandements de combat resteraient sous contrôle divisionnaire. Le soutien mutuel serait obligatoire. Aucune unité ne serait positionnée là où elle ne pourrait pas être renforcée ou soutenue par les unités adjacentes. Ces réformes se produisirent simultanément avec la campagne de discipline de Patton. Pendant que Patton faisait porter aux soldats des uniformes appropriés, l'état-major d'Eisenhower réécrivait le manuel de la guerre moderne. Pendant que Patton inspectait les trous de combat, les officiers d'artillerie pratiquaient des procédures de coordination améliorées. Pendant que Patton exigeait des saluts, les unités de chasseurs de chars se préparaient à un emploi unifié. La combinaison était délibérée. Eisenhower avait besoin de soldats qui croyaient faire partie d'une armée professionnelle, et il avait besoin que cette armée soit réellement professionnelle. Le moral et la compétence devaient avancer ensemble. Le 17 mars 1943, 11 jours après que Patton eut pris le commandement, la première division d'infanterie et la première division blindée avancèrent vers le centre de la Tunisie. Leur objectif était la ville de Gafsa, une oasis dans les plaines intérieures. Le renseignement rapportait que Gafsa était légèrement défendue. Les forces américaines prirent la ville avec une opposition minimale. Le 18 mars, le premier bataillon de Rangers dirigé par le lieutenant-colonel William Darby
poussa en avant et occupa la ville-oasis d'El Guettar. Encore une fois, presque aucune opposition. Les défenseurs italiens se replièrent dans les collines surplombant El Guettar, bloquant le col de montagne qui menait au sud vers la plaine côtière. Le deuxième corps était maintenant dans une excellente position. Si les forces américaines pouvaient percer le col d'El Guettar jusqu'à la côte, elles couperaient les forces allemandes dans le sud de la Tunisie de leur ligne d'approvisionnement. Les Allemands seraient pris au piège entre les forces américaines à l'ouest et les forces britanniques avançant de l'est. Le général Hans-Jürgen von Arnim, commandant les forces allemandes en Tunisie après le départ de Rommel le 9 mars, comprit cela immédiatement. Il ne pouvait pas permettre aux Américains de percer à El Guettar. Von Arnim estimait qu'une attaque de diversion serait suffisante pour repousser les Américains. Le 22 mars, von Arnim ordonna à la 10e division Panzer d'attaquer El Guettar et de détruire les positions américaines là-bas. La 10e division Panzer était l'une des formations blindées d'élite de l'Allemagne. Elle avait combattu en France, en Russie et en Afrique du Nord. Les commandants de chars de la division avaient des années d'expérience de combat. Ils avaient détruit des centaines de chars ennemis. Ils savaient comment coordonner l'infanterie, les blindés et l'artillerie. Ils n'avaient jamais perdu un engagement majeur. Les officiers allemands planifiant l'attaque sur El Guettar s'attendaient à détruire les forces américaines de la même manière qu'ils les avaient détruites à la passe de Kasserine. Ils s'attendaient à ce que les unités américaines se dispersent quand elles seraient frappées par des blindés massés. Ils s'attendaient à une mauvaise coordination, une artillerie faible, aucun soutien aérien. Ils s'attendaient à combattre la même armée américaine qu'ils avaient vaincue 4 semaines plus tôt. Ils avaient tort. À 6 heures le 23 mars 1943, 50 chars allemands émergèrent du col de montagne dans la vallée d'El Guettar. Le soleil se levait juste derrière les positions américaines, silhouettant la colonne allemande contre les montagnes occidentales. Des chars Panzer-Kampfwagen Mark IV menaient l'avance, leurs canons de 75 mm à long tube clairement visibles. Derrière eux venaient des chasseurs de chars Marder, des véhicules à toit ouvert montant des canons soviétiques capturés de 76 mm. Les semi-chenillés blindés transportant l'infanterie des Panzer grenadiers suivaient en formation. Les unités de reconnaissance motocyclistes allemandes filaient en avant pour repérer les positions américaines. La colonne allemande avançait à vive allure, moteur rugissant, chenilles de chars soulevant des nuages de poussière qui restaient suspendus dans l'air immobile du matin. Ils attaquaient à découvert sur un terrain plat d'environ 3 km de large, confiant que les forces américaines céderaient avant qu'ils n'atteignent la ville. Les commandants allemands avaient vu les Américains céder à la passe de Kasserine. Ils s'attendaient au même résultat ici. Les Américains attendaient, silencieux, disciplinés, invisibles. Le général de division Terry Allen avait positionné la première division d'infanterie en profondeur à travers la vallée, non pas sur une seule ligne. C'était un changement tactique crucial par rapport à la passe de Kasserine. Les unités avancées occupaient les hauteurs dominant la vallée, retranchées avec des champs de tir entrecroisés. Derrière elles, des bataillons d'infanterie étaient positionnés sur des lignes défensives successives, chacune capable de soutien mutuel. L'artillerie était positionnée derrière les crêtes, invisible aux observateurs allemands, mais réglée sur chaque avenue d'approche probable. Les observateurs avancés américains occupaient des positions dissimulées avec des vues dégagées sur toute la vallée. Les bataillons de chasseurs de chars étaient retranchés à des positions clés, avec des champs de tir dégagés et camouflés si minutieusement qu'ils étaient invisibles à plus de 100 mètres. L'infanterie disposait de trous de combat appropriés, creusés assez profondément pour protéger contre le passage des chars. Chaque unité savait où les unités adjacentes étaient positionnées. Les fréquences radio étaient coordonnées à travers toute la division. Des centres de direction des tirs étaient établis avec des communications directes vers chaque batterie d'artillerie. Les munitions étaient stockées aux positions des canons. Les postes de secours médicaux étaient positionnés pour traiter les blessés. Les itinéraires de ravitaillement étaient balisés et sécurisés. Des champs de mines avaient été posés pendant la nuit à des emplacements déterminés par l'analyse des tactiques allemandes à la passe de Kasserine. Ce n'était pas la défense dispersée et non coordonnée qui avait échoué à la passe de Kasserine. C'était une position défensive préparée, construite selon la nouvelle doctrine développée dans les 4 semaines depuis Kasserine. Incorporant chaque leçon tirée de cette défaite, les chars allemands avançaient à travers le fond de la vallée. Ils se déplaçaient rapidement, maintenant leur formation, confiants dans leur supériorité. À 400 mètres des positions américaines, les chars de tête heurtèrent le champ de mines. Des explosions éclatèrent sous les châssis des Panzers. Les chars s'arrêtèrent, chenilles arrachées, équipages évacuants.
La colonne allemande ralentit, se regroupant alors que les chars à l'arrière tentaient d'éviter les mines. C'était exactement ce que les observateurs d'artillerie américains attendaient. Le tir d'artillerie vint des batteries positionnées dans tout le secteur. Les observateurs avancés américains suivaient la colonne allemande depuis son entrée dans la vallée. Ils avaient calculé les distances, ajusté pour le vent et coordonné avec les centres de direction des tirs. Quand les Allemands heurtèrent le champ de mines et se regroupèrent, l'ordre fut donné. Tir d'efficacité. Pas seulement les batteries assignées à la première division d'infanterie. Chaque batterie apportait obusier de 105 mm, obusier de 155 mm. Le tir concentré était continu, coordonné, dévastateur. La première salve atterrit parmi les chars allemands immobilisés avec précision. Les obus explosifs détonèrent contre le blindage des chars, endommageant chenilles et tourelles. Des obus au phosphore blanc éclatèrent au-dessus, déversant des produits chimiques brûlants qui adhéraient au métal et à la chair. La deuxième salve atterrit alors même que la première explosait encore. Puis la troisième, puis la quatrième. Le bombardement continua pendant 12 minutes sans pause. Les chars allemands qui avaient survécu au champ de mines furent touchés à répétition par des obus explosifs et au phosphore blanc. Les semi-chenillés explosèrent. Leur blindage léger n'offrait aucune protection contre les éclats d'artillerie. L'infanterie qui avait débarqué pour déminer fut prise à découvert sans aucun abri. Les quelques chars allemands qui tentèrent de battre en retraite trouvèrent leur chemin bloqué par des véhicules hors de combat et le tir d'artillerie continu. La colonne allemande était piégée dans la zone de mort. Incapable d'avancer, incapable de reculer, systématiquement détruite par l'artillerie américaine tirant à cadence maximale. L'artillerie américaine faisait ce qu'elle avait échoué à faire à la passe de Kasserine. Elle délivrait des tirs massifs sur une cible unique, avec un timing et une coordination améliorée, utilisant des procédures développées spécifiquement pour remédier aux échecs de la passe de Kasserine. Quand l'artillerie cessa, les chasseurs de chars américains ouvrirent le feu. Le 601e bataillon de chasseurs de chars était équipé de véhicules automoteurs M3, des semi-chenillés montant des canons de 75 mm. Ils tiraient depuis des positions dissimulées, ciblant les chars allemands qui tentaient de se réorganiser après le barrage d'artillerie. Les équipages de chasseurs de chars s'étaient entraînés exactement pour ce scénario. Ils avaient étudié les tactiques allemandes, ils savaient comment les panzers manœuvraient, ils savaient où viser. Ils tiraient méthodiquement, un char à la fois, attendant des tirs nets. Le 899e bataillon de chasseurs de chars équipé de chasseurs de chars M10, montant des canons de 3 pouces, fournissait une puissance de feu supplémentaire depuis des positions de soutien. L'avance allemande s'effondra. 30 chars furent détruits ou mis hors de combat avant 9 heures. La 10e division Panzer se retira vers le col de montagne, laissant des véhicules en flammes à travers le fond de la vallée. Allen observa la retraite à travers ses jumelles et ne fit aucun mouvement pour poursuivre. Ses ordres étaient de tenir Elgetar, pas de chasser les Allemands dans les montagnes. Quand 2 chars allemands approchèrent de son quartier général au plus fort de la bataille, les officiers d'état-major suggérèrent le repli. Allen refusa, avec des mots qui devinrent légendaires. « Je ne me replierai certainement pas, dit-il, et je tirerai sur le premier salaud qu'il fera. » Les Américains avaient remporté leur première victoire défensive contre les blindés allemands, mais les Allemands n'en avaient pas fini. À 16h45, la 10e division Panzer attaqua à nouveau. Cette fois, ils vinrent d'une direction différente, essayant de déborder les positions américaines. Le résultat fut le même. L'artillerie américaine délivra des tirs massifs sur la colonne allemande. Les chasseurs de chars engagèrent depuis des positions préparées. Les chars allemands furent détruits avant de pouvoir s'approcher de l'infanterie américaine. À la tombée de la nuit, la 10e division Panzer s'était retirée définitivement. Elle rejoignit les forces italiennes dans les collines à l'est d'Elgetar, mais ne fit plus aucune tentative de percer à travers la vallée. La bataille d'Elgetar continua pendant 2 semaines supplémentaires, alors que les forces américaines tentaient de pousser à travers les cols de montagne. Les combats furent difficiles. Les forces italiennes défendant les hauteurs aux collines 369 et 772 combattirent avec ténacité. Les attaques américaines firent des progrès limités, mais la situation stratégique avait changé. Le 26 mars, les forces britanniques lancèrent l'opération Supercharge 2, perçant la ligne Mareth à l'est et forçant les forces allemandes à se replier vers le nord. La position de l'Axe dans le sud de la Tunisie s'effondrait. Le 7 avril 1943, les forces américaines d'Elgetar firent leur jonction avec des éléments de la 8e armée britannique sur la route d'Elgetar à Gabès à 17h.
Les forces allemandes restantes étaient piégées dans le nord de la Tunisie. La campagne était effectivement terminée. La bataille d'El Guettar fut la première fois que les forces américaines vainquirent de manière décisive les blindés allemands au combat. La victoire valida chaque réforme qu'Eisenhower avait mise en œuvre depuis la passe de Kasserine. La coordination d'artillerie améliorée avait fonctionné efficacement. Les chasseurs de chars, employés comme bataillons unifiés plutôt que dispersés en pelotons, avaient prouvé leur valeur. La coordination interarmes avait été excellente. L'appui aérien, bien qu'encore imparfait, s'était significativement amélioré. Plus important encore, les soldats américains avaient prouvé qu'ils pouvaient tenir leur position face à des forces allemandes expérimentées. Les Allemands le remarquèrent. Après El Guettar, les commandants allemands cessèrent de traiter les soldats américains de lâches. Les rapports de renseignement reconnurent la compétence tactique américaine. Rommel, qui avait été rappelé en Allemagne 2 semaines avant El Guettar, documenta plus tard dans ses papiers que les forces américaines s'étaient rétablies très rapidement après leur premier choc et avaient bientôt réussi à endiguer les avances allemandes. Le respect était réticent, mais il était réel. Les Américains savaient se battre. Ce qui rendit la transformation remarquable fut sa rapidité. 27 jours séparaient la passe de Kasserine d'El Guettar. Pendant ce temps, le 2e corps avait remplacé son commandant, révisé sa doctrine, réentraîné ses forces et prouvé sa compétence au combat. Aucune autre armée alliée ne s'était adaptée aussi rapidement. L'armée britannique avait mis des années à développer des tactiques interarmes efficaces après les premières défaites en France et en Afrique du Nord. Les forces soviétiques avaient eu besoin de 18 mois après l'invasion allemande de juin 1941 pour développer une compétence opérationnelle à Stalingrad. Les Allemands eux-mêmes avaient nécessité une expérience extensive en Pologne et en France avant de perfectionner leur tactique de blitzkrieg. L'armée américaine l'avait fait en moins de 4 semaines. Les raisons de cette adaptation rapide étaient systémiques et interconnectées. Premièrement, les forces américaines acceptèrent qu'elles avaient un problème. Il n'y eut pas de déni, pas d'excuse, pas de rejet de la faute sur autrui. C'était remarquable étant donné la culture militaire de la plupart des nations. Les armées vaincues blâmaient typiquement les soldats pour leur manque d'esprit combatif, blâmaient les commandants subordonnés pour des erreurs tactiques, ou blâmaient la logistique pour un approvisionnement inadéquat. Elles blâmaient rarement la doctrine, et elles ne remettaient presque jamais en question les hypothèses fondamentales sur la façon de combattre. Eisenhower et son état-major conduisirent une évaluation brutalement honnête de ce qui avait mal tourné à la passe de Kasserine. Ils identifièrent des échecs spécifiques dans le commandement, la doctrine et la coordination. Ils publièrent des rapports après action détaillés qui cataloguaient les erreurs sans euphémisme. Ils ne blâmèrent pas les soldats d'avoir cédé sous l'attaque allemande. Ils se blâmèrent eux-mêmes d'avoir mis les soldats dans des positions où céder était inévitable. Ils ne blâmèrent pas les équipages de chars d'avoir perdu face aux panzers allemands. Ils blâmèrent la doctrine d'avoir envoyé les chars américains dans des combats qu'ils ne pouvaient pas gagner. Cela leur permit de se concentrer sur la correction des systèmes plutôt que sur la punition des individus. Les officiers qui avaient commandé à la passe de Kasserine furent réaffectés à des fonctions d'instruction où ils enseignèrent à la prochaine génération d'officiers ce qu'il ne fallait pas faire. Leur expérience, même leurs échecs, devint un savoir institutionnel. Deuxièmement, les forces américaines avaient l'autorité de faire des changements rapidement sans attendre l'approbation de quartiers généraux supérieurs à des milliers de kilomètres. Eisenhower n'avait pas besoin de câbler Washington pour obtenir la permission de relever Fredendal. Il n'avait pas besoin de l'approbation du département de la guerre pour réviser la doctrine d'artillerie ou réorganiser les bataillons de chasseurs de chars. On lui avait accordé une autorité au niveau du théâtre pour commander comme il l'entendait. C'était différent des autres armées alliées. Les commandants britanniques en Afrique du Nord répondaient au War Office à Londres, où des bureaucrates de carrière qui n'avaient jamais entendu un coup de feu tiré avec colère examinaient chaque décision significative. Les changements de doctrine britannique nécessitaient un examen par comité, une analyse formelle et l'approbation par des officiers supérieurs à Londres qui menaient une guerre différente. Les commandants soviétiques répondaient à Staline, qui approuvait ou désapprouvait personnellement les changements tactiques basés sur des considérations politiques autant que sur le mérite militaire. Les commandants allemands répondaient à Hitler, qui prenait de plus en plus de décisions tactiques depuis son quartier général en Prusse orientale, basées sur l'idéologie plutôt que sur la réalité du champ de bataille. Les commandants américains sur le terrain avaient une véritable autorité pour changer leur façon de combattre en fonction de ce qu'ils apprenaient.
Cette décentralisation de l'autorité décisionnelle était une tradition militaire américaine remontant à l'armée continentale, mais elle s'avéra décisive pendant la Seconde Guerre mondiale. Troisièmement, les forces américaines avaient les ressources pour mettre en œuvre des changements rapidement et à grande échelle. De nouveaux équipements, comme les chasseurs de chars M10, arrivèrent quelques semaines après avoir été demandés, expédiés à travers l'Atlantique sur des cargos rapides qui faisaient la traversée en moins de 2 semaines. Des batteries d'artillerie supplémentaires furent formées, entraînées et assignées au 2e corps. L'armée des États-Unis avait activé des centaines de bataillons d'artillerie en 1942 et au début de 1943. Quand le 2e corps eut besoin de plus de soutien d'artillerie, ces bataillons étaient disponibles. Des officiers de liaison aérienne furent formés dans des écoles nouvellement établies et déployés en Afrique du Nord en quelques semaines. L'équipement radio, qui n'existait pas en janvier, était produit en masse en février et distribué aux unités en mars. La base industrielle américaine fournissait tout ce qui était nécessaire pour soutenir les réformes. Ce n'était pas de la propagande ou de l'exagération. Les usines américaines, en 1943, produisaient du matériel militaire à un rythme qu'aucune autre nation ne pouvait égaler. Chars, camions, jeeps, pièces d'artillerie, fusils, munitions, uniformes, fournitures médicales, nourriture et d'innombrables autres articles sortaient des usines américaines en quantité qui semblait impossible aux observateurs d'autres nations. Les autres armées alliées devaient combattre avec l'équipement qu'elles avaient. Les forces britanniques en Afrique du Nord utilisaient du matériel qui avait été conçu dans les années 30 et produit en quantité limitée par des usines qui étaient des cibles pour les bombardements allemands. Les forces soviétiques utilisaient du matériel qui était excellent dans certaines catégories, mais chroniquement insuffisant dans d'autres, parce que l'industrie soviétique avait été dévastée par l'invasion allemande. Les forces allemandes, en 1943, commençaient à connaître des pénuries de tout, du carburant aux munitions, en passant par les véhicules de remplacement. Parce que les bombardements alliés et l'épuisement des ressources étranglaient l'industrie allemande, les Américains pouvaient demander de nouveaux équipements, de nouveaux véhicules, de nouvelles armes et les recevoir rapidement. Si quelque chose ne fonctionnait pas, cela pouvait être remplacé. Si quelque chose devait être modifié, les modifications pouvaient être mises en œuvre dans toute la force. Cette abondance de ressources matérielles permettait une expérimentation rapide et un déploiement rapide des solutions. Une armée qui doit combattre avec un équipement inadéquat ne peut pas se permettre d'expérimenter. Une armée avec un équipement abondant peut se permettre d'essayer de nouvelles approches, d'écarter ce qui ne fonctionne pas et de développer ce qui fonctionne. Quatrièmement, les forces américaines étaient disposées à apprendre de leurs ennemis. Les officiers d'état-major étudiaient les tactiques allemandes. Ils analysaient comment les Allemands coordonnaient blindés, infanterie et artillerie. Ils identifiaient les faiblesses allemandes aussi bien que les forces. Ils adaptaient les techniques allemandes qui fonctionnaient et développaient des contre-mesures aux techniques allemandes qui étaient efficaces contre les Américains. Il n'y avait pas de fierté, pas d'insistance à faire les choses à la manière américaine. Si les Allemands faisaient quelque chose de mieux, les Américains l'étudiaient et l'adaptaient. Cinquièmement, les forces américaines mettaient l'accent sur l'entraînement et la pratique. La transformation de 17 jours du 2e corps par Patton se concentra fortement sur les compétences de base et la cohésion des unités. Les soldats s'entraînaient à creuser des trous de combat appropriés. Les équipages de chars s'entraînaient à coordonner avec l'infanterie. Les batteries d'artillerie pratiquaient une coordination de tir améliorée. Les bataillons de chasseurs de chars s'entraînaient comme des forces unifiées plutôt que comme des éléments dispersés. Les officiers de liaison aérienne pratiquaient l'appel de frappes aériennes. L'entraînement était répétitif, intensif et concentré sur les problèmes spécifiques identifiés à la passe de Kasserine. Au moment où les forces américaines retournèrent au combat, elles avaient pratiqué les nouvelles approches jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Ces 5 facteurs créèrent une culture institutionnelle qui valorisait l'adaptation plutôt que la tradition. Les forces américaines n'étaient pas liées par des décennies de tradition militaire. Elles n'avaient aucun investissement institutionnel à prouver que les anciennes méthodes fonctionnaient. Elles pouvaient changer rapidement parce qu'elles n'avaient rien à défendre. C'était un paradoxe. L'inexpérience américaine, qui avait été un handicap à la passe de Kasserine, devint un avantage quand il s'agit d'adaptation. Les forces inexpérimentées pouvaient apprendre plus vite parce qu'elles avaient moins à désapprendre. L'historien militaire Gerhard Weinberg captura l'échec britannique à comprendre cette dynamique. Les commandants britanniques Montgomery et Alexander conclurent après la passe de Kasserine que les Américains étaient désespérément mal entraînés, mal commandés, faisaient de piètres soldats et étaient peu susceptibles de s'améliorer rapidement.
Ils suggérèrent que les forces américaines soient reléguées aux tâches de garnison et au soutien logistique, tandis que les forces britanniques porteraient le fardeau principal des opérations de combat. Churchill fit écho à ces doutes dans ses communications avec Roosevelt. L'évaluation britannique était basée sur des décennies d'expérience militaire à combattre les Allemands. Les forces britanniques combattaient depuis septembre 1939. Elles avaient été vaincues en France, vaincues en Grèce, vaincues en Crète, et repoussées à travers l'Afrique du Nord avant de finalement remporter la victoire à El Alamein. La courbe d'apprentissage britannique avait pris 3 années complètes. Il supposait que les Américains auraient besoin du même temps si les Américains pouvaient apprendre du tout. Weinberg observa qu'il était difficile de comprendre pourquoi les Britanniques trouvaient si difficile de comprendre que les Américains, mettant plusieurs mois à apprendre ce qu'il avait fallu 3 ans à l'armée britannique pour apprendre, était en fait un bon signe pour la cause alliée, pas un mauvais. La courbe d'apprentissage américaine était plus raide et plus rapide précisément parce que les Américains étaient disposés à admettre l'échec et à changer de cap. La culture militaire britannique mettait l'accent sur la tradition, le précédent et la procédure établie. Les changements devaient être approuvés par des canaux formels, documentés dans des règlements et testés extensivement avant mise en œuvre. La culture militaire américaine, particulièrement sous la direction d'Eisenhower, mettait l'accent sur les résultats plutôt que sur le processus. Si quelque chose ne fonctionnait pas, le changer immédiatement. Le tester au combat, pas à l'entraînement. L'affiner en fonction des résultats sur le champ de bataille. Cette approche pragmatique, née de la nécessité et rendue possible par les ressources américaines, créa un cycle d'apprentissage mesuré en semaines plutôt qu'en années. Les leçons de la passe de Kasserine et d'El-Guettar se répandirent à travers toute l'armée américaine. Les procédures de coordination d'artillerie améliorées devinrent standards dans toutes les unités américaines sur tous les théâtres. L'accent sur la guerre interarmes fut incorporé dans l'entraînement à Fort Benning et dans d'autres bases sur le territoire national. La doctrine des chasseurs de chars fut affinée pour mettre l'accent sur l'emploi au niveau du bataillon plutôt que sur des opérations de pelotons dispersés. Les procédures de coordination air-sol furent développées et testées. Au moment où les forces américaines envahirent la Sicile le 10 juillet 1943, les améliorations étaient déjà visibles. Les forces américaines combattaient plus efficacement, coordonnaient mieux et s'adaptaient plus rapidement aux conditions changeantes du champ de bataille. L'invasion de l'Italie en septembre 1943 montra une amélioration supplémentaire. Les commandants américains étaient plus agressifs. La coordination entre les unités était plus fluide. L'appui d'artillerie était dévastateur. L'appui aérien était mieux intégré. Les forces allemandes en Italie menèrent des batailles défensives avec grande habileté. Mais elles ne purent arrêter l'avance américaine. Les Américains qui débarquèrent à Salerne le 9 septembre n'étaient pas les mêmes Américains qui avaient battu en retraite à la passe de Kasserine. C'était une force professionnelle, compétente, efficace au combat. En juin 1944, quand les forces américaines débarquèrent en Normandie, la transformation était complète. L'armée américaine qui prit d'assaut les plages de France était l'une des forces combattantes les plus efficaces au monde. Elle avait une coordination d'artillerie supérieure, un excellent appui aérien, une bonne intégration interarmes et un commandement expérimenté. Elle faisait encore des erreurs. Les combats en Normandie furent difficiles. Les forces allemandes défendirent avec ténacité, mais les forces américaines s'adaptèrent à chaque nouveau défi. Quand elles rencontrèrent les haies du bocage, elles développèrent des coupes-haies. Quand elles firent face aux blindés allemands, elles appelèrent l'appui aérien et les chasseurs de chars. Quand les défenses allemandes s'avérèrent trop fortes, elles massèrent l'artillerie et percèrent. La culture d'adaptation qui avait été forgée en Tunisie devint la caractéristique déterminante des forces américaines en Europe. Le contraste avec les autres armées alliées était frappant. Les forces britanniques en Normandie utilisaient beaucoup des mêmes tactiques qu'elles avaient utilisées en Afrique du Nord. Les forces soviétiques utilisaient les mêmes tactiques d'assaut de masse qu'elles avaient développées à Stalingrad. Les forces allemandes tentèrent de mener la même guerre qu'elles avaient menée en France en 1940. Les forces américaines, elles, ne cessaient d'évoluer. Elles identifiaient les problèmes, développaient des solutions, mettaient en œuvre des changements et passaient au problème suivant. Ce n'était pas parce que les soldats américains étaient intrinsèquement meilleurs que les soldats britanniques, soviétiques ou allemands. C'était parce que le système militaire américain encourageait et récompensait l'adaptation. La rapidité de l'adaptation américaine eut des conséquences stratégiques. En s'adaptant plus vite que leurs ennemis, les forces américaines obligèrent les commandants allemands à constamment ajuster leurs propres tactiques.
Les forces allemandes qui développaient des contre-mesures efficaces aux tactiques américaines découvraient que les Américains étaient déjà passés à de nouvelles méthodes. Cela créa un tempo tactique que les forces allemandes ne pouvaient égaler. Les Allemands réagissaient toujours aux innovations américaines plutôt que de mettre en œuvre les leurs. Cette initiative tactique, la capacité de forcer l'ennemi à s'adapter à vous plutôt que de vous adapter à lui, était un résultat direct des leçons apprises en Tunisie. L'impact à long terme de la transformation de Kasserine à El-Guettar s'étendit au-delà de la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine intégra l'adaptation rapide dans sa culture institutionnelle. Les retours d'expérience devinrent obligatoires. On attendait des unités qu'elles identifient les problèmes et développent des solutions. Les commandants incapables de s'adapter étaient relevés de leurs fonctions. L'accent mis sur l'apprentissage à partir de l'expérience du combat devint une caractéristique déterminante de l'armée américaine. Cela était directement traçable aux leçons de février et mars 1943. D'autres armées étudièrent l'expérience américaine mais eurent du mal à la reproduire. L'armée britannique maintint son accent sur la tradition et les procédures établies. La doctrine militaire soviétique mettait l'accent sur le contrôle centralisé et les tactiques standardisées. La culture militaire allemande valorisait l'initiative agressive, mais peinait avec l'apprentissage institutionnel au niveau opérationnel. La combinaison américaine d'autorité décentralisée, de flexibilité institutionnelle et d'analyse systématique resta unique. Ce n'était pas que les autres armées ne pouvaient pas s'adapter, c'était qu'elles ne pouvaient pas s'adapter aussi rapidement. La transformation de la passe de Kasserine à El-Guettar reste l'adaptation militaire à grande échelle la plus rapide de la guerre moderne. 27 jours d'une défaite humiliante à une victoire décisive. Moins de 4 semaines de l'incompétence tactique à l'efficacité opérationnelle. La rapidité était sans précédent, la rigueur était remarquable. L'impact durable fut profond. Les forces américaines de la Seconde Guerre mondiale devinrent la référence en matière d'adaptation militaire parce qu'elles prouvèrent que les armées pouvaient changer rapidement quand elles acceptaient l'échec, accordaient l'autorité aux commandants de terrain, fournissaient les ressources nécessaires, apprenaient de leurs ennemis et mettaient l'accent sur l'entraînement. Les hommes qui combattirent à El-Guettar ne savaient pas qu'ils participaient à une transformation historique. Ils savaient qu'ils avaient été battus à la passe de Kasserine. Ils savaient qu'ils devaient faire leurs preuves. Ils savaient que Patton était exigeant et qu'Eisenhower observait. Ils savaient que les Allemands les considéraient comme inférieurs. Ils savaient que les Britanniques doutaient de leurs compétences. Ils combattirent à El-Guettar pour prouver que tout le monde avait tort. Ils combattirent pour montrer que les Américains pouvaient tenir face à des forces allemandes expérimentées. Ils combattirent parce que leur commandant leur demandait de combattre. Le fait qu'ils participaient à la transformation militaire la plus rapide de l'histoire n'était pas quelque chose qu'ils considéraient. Ils étaient concentrés sur la survie face à la prochaine attaque allemande. Mais survivre, ils le firent. La première division d'infanterie stoppa la 10e division Panzer, net. L'artillerie américaine écrasa les blindés allemands. Les chasseurs de chars américains prouvèrent leur valeur lorsqu'ils furent employés en bataillons unifiés. L'infanterie américaine tint ses positions. La transformation était complète. L'armée américaine, qui avait été mise en déroute à la passe de Kasserine, était devenue une armée capable de vaincre de forces allemandes expérimentées en combat ouvert. Le voyage de l'échec au succès prit 27 jours. Les leçons apprises durant ces 27 jours façonnèrent la doctrine militaire américaine pour des générations. Le général de division Terry Allen se tenait dans son poste de commandement le soir du 23 mars 1943 et regardait les derniers chars allemands se retirer de la vallée d'El-Guettar. Sa division avait gagné. Les forces américaines avaient gagné. Les Allemands, qui s'étaient moqués des soldats américains 4 semaines plus tôt, battaient en retraite. Les Britanniques, qui avaient mis en doute la compétence américaine, allaient devoir réévaluer leur jugement. Les forces italiennes, qui s'attendaient à une victoire facile, étaient retranchées dans des positions défensives dans les collines, n'attaquant plus. Allen ne célébra pas. Il y avait encore des combats à venir. La campagne en Tunisie allait se poursuivre pendant encore 6 semaines, jusqu'à la reddition finale de l'Axe le 13 mai. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Les forces américaines avaient prouvé qu'elles pouvaient s'adapter plus vite que n'importe quelle autre armée dans la guerre. Elles avaient pris la pire défaite de la guerre et l'avaient transformée en modèle de victoire. C'était là le véritable triomphe d'El-Guettar. Pas la victoire tactique sur la 10e division Panzer, mais la victoire institutionnelle sur l'échec lui-même. Si cette histoire vous a touché comme elle nous a touché, faites-moi une faveur, appuyez sur le bouton j'aime. Chaque j'aime dit à YouTube de montrer cette histoire à plus de gens.
Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées des archives poussiéreuses chaque jour. Des histoires sur des forces qui ont fait leur preuve par l'adaptation et le courage. De la vraie histoire, de vraies leçons, de vraies transformations. Laissez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Regardez-vous depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada ou l'Australie? Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas qu'un simple spectateur. Vous faites partie de ceux qui maintiennent ces mémoires vivantes. Dites-nous où vous êtes. Dites-nous si quelqu'un de votre famille a servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci de regarder et merci de vous assurer que ces leçons ne disparaissent pas dans le silence. Ces transformations méritent d'être rappelées et vous contribuez à rendre cela.